Bonjour à tous. En matière de bien-être animal, nous parlons souvent de Descartes. Pourtant, il y a aussi Malebranche qui disait au XVIIe siècle, dans les animaux, il n'y a ni intelligence, ni âme, comme on l'entend ordinairement. Ils mangent sans plaisir, ils crient sans douleur, ils croissent sans le savoir, ils ne désirent rien, ils ne craignent rien, ils ne connaissent rien. Voilà ce qu'écrivait sur l'animal donc Nicolas Malebranche au XVIIe siècle. Le chemin parcouru entre le XVIIe et aujourd'hui est considérable. Il est aujourd'hui prouvé scientifiquement qu'il existe non pas une, mais différentes formes d'intelligence et de sensibilité animale, que l'animal crie parce qu'il souffre ou parce qu'il a peur et qu'il exprime son bien-être quand il est heureux. Cependant, dans les faits, et dans la réalité des élevages, des abattoirs et des cirques, par exemple, on constate qu'il y a des traitements ou des lieux d'exploitation où l'animal n'est pas traité comme un être sensible et intelligent. Depuis 40 ans, on peut lire dans le Code rural que tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Vous connaissez tous ce passage. Bien des traitements apportés à l'animal et des lieux d'élevage ne tiennent pas compte des impératifs biologiques des espèces, des progrès scientifiques accomplis depuis 50 ans et des textes de loi. La question du bien-être animal et de comment générer et faire reconnaître ce bien-être est donc devenue aujourd'hui primordiale. Cette question est également lexicale. On a parlé en introduction du colloque de la science, du droit, mais on n'a pas parlé de la linguistique. C'est une question qui est d'abord lexicale, car le bien-être animal n'est pas synonyme de bien-traitance animale. Bien choisir les mots peut éviter bien des maux, MAUX, et bien des souffrances à l'animal. En français, l'expression bien-traitance animale est majoritairement utilisée par les éleveurs, qui cherchent à prouver qu'ils apportent de bons traitements à l'animal. Cependant, l'idée de bien traiter n'exclut pas le mal-être animal, car les notions de traitement, de bien-traitance ou de bon traitement n'engagent et n'impliquent que celui qui apporte le traitement. Elles ne prennent pas en compte le ressenti de l'animal, qui reçoit ces traitements donc. Un animal peut être bien traité au sens où il est nourri, abreuvé, hébergé sans se sentir bien pour autant. C'est également vrai des humains, d'ailleurs, dans n'importe quelle circonstance. En effet, la bientraitance, qui est l'un des premiers devoirs de l'humain qui s'occupe d'animaux, doit s'assurer que l'animal ne souffre pas de ces conditions de captivité. La difficulté de la bientraitance animale réside en le potentiel de l'humain à définir s'il traite suffisamment bien. Donc je peux être répétitive, mais je travaille sur les nuances. L'animal, pour générer un bien-être animal, c'est finalement lui qui doit se sentir effectivement bien, ce qui peut ne pas être le cas, surtout quand il se trouve en captivité ou en surnombre ou dans l'obscurité ou dans des cages d'élevage. Le bien-être animal a été défini pour la première fois comme un domaine d'action prioritaire dans le cadre d'un plan stratégique de l'OIE, donc l'OIE, Organisation mondiale de la santé animale. C'était en 2002. Parmi les textes fondamentaux, on trouve la définition du bien-être animal que je vous ai reprise ici. Donc le bien-être d'un animal est considéré comme satisfaisant si les critères suivants sont réunis. Donc bon état de santé, confort suffisant, bon état nutritionnel, sécurité, possibilité d'expression du comportement naturel, absence de souffrance telles que douleur, peur ou détresse. Dans le chapitre 7.1, on trouve les 5 libertés universellement reconnues de l'animal, très importante. Il doit être donc épargné de la faim, de la soif, de la malnutrition, de la peur, de la détresse, de l'inconfort physique et thermique, de la douleur, des blessures, des maladies, et il doit être libre d'exprimer des modes normaux de comportement. Toujours dans ce même chapitre 7, parmi les 4 fondements scientifiques et recommandations, la 3e recommandation évoque
Certaines mesures liées au bien-être animal consistent à évaluer le degré de perturbation fonctionnelle imputable aux lésions, aux maladies et à la malnutrition. D'autres fournissent des informations sur les besoins et les états affectifs des animaux. C'est moi qui souligne, tels que la faim, la douleur, la peur, souvent en mesurant l'intensité de leurs préférences, leur motivation et aversion. Toujours dans ce chapitre 7, qui est très important, comme vous le voyez, parmi les 10 principes fondamentaux énumérés à l'article 7.1.14, le 10e est intéressant aussi. La manipulation des animaux doit favoriser une relation positive entre les hommes et les animaux. Ce passage me semble très important. Et ne provoquer ni blessure, ni panique, ni peur durable, ni stress évitable. Donc, les définitions de l'OIE sont particulièrement claires. L'utilisation du bien-être animal devrait être privilégiée dans les textes. Cependant, c'est souvent bien-traitance qui est employée. On voit très bien pourquoi. Bien traiter un animal n'engendre pas forcément son bien-être. Ce n'est pas parce qu'un animal est nourri qu'il se sent bien pour autant. Par ailleurs, la bien-traitance animale ne se soucie pas forcément des états affectifs de l'animal. Je dirige actuellement une thèse en zoosémiotique qui travaille justement sur les émotions complexes et la notion d'état affectif prend tout son sens. C'est pour cela également que les personnes qui voient une contrainte à un traitement plus éthique de l'animal préfèrent utiliser bien-traitance et non bien-être, qui implique une obligation de résultats visibles sur l'animal et sur son comportement. Les progrès scientifiques qui ont montré que l'animal était un être sensible et sentient justifient donc philosophiquement et éthiquement parlant que l'animal ait des droits et l'humain des devoirs envers lui. Par ailleurs, reconnaître les avancées scientifiques qui permettent de prouver la sentience animale, et je reviendrai sur ce sujet tout à l'heure, accentue d'autant plus la nécessité d'utiliser l'expression bien-être animal et non bien-traitance animale en fonction des contextes qui ont lien en particulier à l'éthique animale. Nous allons voir également que la majorité des textes peuvent être traduits de l'anglais ou vers l'anglais, et la question qui va se poser sur le plan terminologique, lexical, va être la possibilité de traduire les termes à l'identique ou non d'une langue à l'autre. Alors ici, on ne va travailler que sur l'anglais, mais c'est déjà pas mal, je dirais, puisque c'est souvent la langue des débats. Finalement, on se rend compte que ces questions concernent bien sûr la science, bien sûr le droit, mais aussi et surtout la linguistique. Ce que j'appellerais, c'est une matière qu'il faut créer, la zoolinguistique. Donc, la zoolinguistique, qu'est-ce que ce serait ou qu'est-ce que c'est? C'est la terminologie qui concernerait le monde animal. Parce que la linguistique et les sciences du langage se sont détournées de la question animale depuis les années 60, à vrai dire. Donc, se sont centrés sur l'humain et ne se sont pas intéressés à l'animal, si ce n'est sur le plan littéraire ou sur le plan thématique dans les œuvres littéraires, mais pas en sciences du langage. Donc, il faudrait créer, puisqu'on en parlait tout à l'heure, créer une commission ou une équipe de recherche qui va sans doute se faire en Sorbonne, qui prendrait en considération, bien sûr, la sémiotique, l'étude des signes, la lexicologie, parce qu'il faut définir du lexique, il faut aussi en créer, puisque lorsque l'on étudie le comportement animal, bien souvent, on utilise des mots qui concernent l'humain. On va dire, ah ben, il est joyeux, il est triste, et après, on est étiqueté d'anthropomorphiste. Mais on n'a pas d'autres mots pour qualifier ce comportement des animaux. Donc, il faut les créer, puisqu'on ne les a pas. Donc là, il faut aussi tenir compte de tout ce qui est diachronie, histoire de la langue, morphologie, pour créer des mots. Donc ça engendre de la zoosémiotique, de la zootraductologie, comme on vient de le voir, puisque vous voyez que tout le champ de la sphère animale est très difficile à traduire, comme tout le reste d'ailleurs, mais la question animale est aussi traitée au Conseil de l'Europe en 27 langues, et là, effectivement, il faut pouvoir s'accorder sur ce que signifient les mots et ce qu'on met derrière dans chaque pays, dans chaque culture, puisqu'une langue est une culture. Si on revient rapidement au traité d'Amsterdam, je prends juste cette petite phrase où on parle de sentient beings, qui est traduit par être sensible. Donc déjà là, en français, sensible et sentient, ou la sentience, n'ont absolument pas le même sens.
Donc la sensibilité, c'est une chose, la sensibilité de l'animal, mais la sentience animale, c'est complètement autre chose. Et bien souvent, il faudrait qu'on utilise le terme sentience animale, puisque derrière la sentience animale, derrière le mot sentience animale ou animal sentient, il y a le fait que l'animal ressent évidemment la douleur, le plaisir, etc., et qu'il éprouve des émotions. Donc la sentience animale serait bien souvent la possibilité de reconnaître par la suite et le bien-être et de générer une bientraitance. Donc tout cela est profondément lexical et doit être défini, précisé et employé à bon escient. Nous vous remercions de votre attention.